Nabant, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. On parlera de cette attaque chimique en Syrie qui a fait une 60aine de morts, dont de nombreux enfants. L'opposition syrienne accuse le régime de Bachar al-Assad. L'ONU a ouvert une enquête. On ira à Saint-Pétersbourg au lendemain de l'attaque terroriste dans le métro qui a fait 14 morts. L'auteur était un kamikaze russe d'origine kirghize. Il n'y a toujours pas de revendication. Puis on évoquera le cas de Deniz Yücel, ce journaliste germano-turc détenu à l'isolement depuis 5 semaines par Ankara. Pour la première fois, il a pu recevoir une visite, celle du consul général allemand. Tôt ce matin, un raid aérien a donc semé la mort dans la ville de Khan Cheikhoun, un fief rebelle du nord-ouest de la Syrie. Une attaque chimique, probablement au gaz toxique, qui a provoqué la mort de plus de 60 personnes, dont des enfants. L'opposition désigne Bachar al-Assad, qui nie, comme son allié russe, être à l'origine du bombardement. Le dirigeant syrien est également montré du doigt par la France, la Grande-Bretagne et l'Europe. Attention, les images qui suivent peuvent être choquantes. Marc-Antoine Valverde. Scène d'apocalypse, de détresse absolue à Khan Cheikhoun dans la province d'Idlib. À coups de jet d'eau, les sauveteurs essaient de nettoyer et de réanimer les corps des victimes ravagées par des armes chimiques larguées par avion. Une 60aine de personnes sont mortes, dont 11 enfants. Nous avons joint par téléphone une journaliste qui était présente lors de l'attaque. Il y a beaucoup d'enfants parmi les victimes, parce que l'attaque a eu lieu lorsque les enfants allaient à l'école. La plupart des victimes sont des déplacés venus d'autres régions parce qu'ils avaient été intensivement bombardés. La situation est horrible. C'est un désastre. Le gaz utilisé n'est pas formellement identifié. Pourtant, dans les hôpitaux où ont été transportées les victimes, les médecins pensent au gaz sarin, une substance neurotoxique qui peut être mortelle à faible dose. Ces patients ont des signes clairs d'une attaque d'organophosphate. Ce patient derrière moi a des petits points dans la pupille, de même que les autres blessés que nous avons reçus de l'attaque au gaz chimique à Khan Cheikhoun. Les attaques chimiques se poursuivent tous les jours et personne ne fait rien pour arrêter ça. Pour l'opposition syrienne, ce nouveau massacre est l'œuvre de Bachar al-Assad qui a déjà par le passé utilisé des gaz chimiques pour tuer les populations dans les zones tenues par les rebelles. Cette nouvelle tuerie risque de mettre fin aux négociations de paix qui se déroulent à Bruxelles sous l'égide de l'ONU et de l'Union européenne. Les armes chimiques sont le pire des crimes de guerre et quel que soit le responsable, il devra rendre des comptes. Il y a une responsabilité objective pour n'importe quel régime de protéger tous les civils. Pour sa part, le régime syrien affirme ne pas utiliser d'armes chimiques. Demain, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira pour faire le point sur l'attaque. Pendant ce temps, des dizaines de personnes sont entre la vie et la mort dans cette ville martyre de Syrie. Saint-Pétersbourg en deuil après l'attentat suicide qui s'est produit dans le métro hier. Le bilan est passé à 14 morts et 49 blessés. Excusez-moi, les images que j'ai vues me touchent, pardon. Nous retournons à Saint-Pétersbourg. Les transports de la ville ont été placés sous haute surveillance. Nous allons revenir sur les avancées de l'enquête. Mais d'abord, notre correspondant Roman Schell est allé à la rencontre des habitants de Saint-Pétersbourg, bien évidemment choqués. 8 heures ce matin dans le métro de Saint-Pétersbourg. D'habitude, l'endroit est bondé. Mais moins de 24 heures après l'attentat, rares sont les habitants à oser prendre le métro. Certains prient, d'autres pleurent lorsque leur rame approche de la station où le kamikaze s'est fait exploser. J'ai vraiment très peur. J'ai peur, mais je n'ai pas le choix. Je dois prendre le métro. Les gens sont extrêmement tendus. C'est douloureux pour tout le monde. C'est ici, entre deux stations, que la bombe a été activée hier. Aujourd'hui, tous les passagers se disent qu'ils auraient pu faire partie des victimes. Ils se sentent totalement désarmés. J'étais là-bas juste avant l'attentat, j'aurais pu mourir. Saint-Pétersbourg a toujours été une belle ville, avec d'honnêtes gens, et nous le resterons. Nous sommes des gens courageux et droits. C'est affreux ce qu'ils nous ont fait. Les autorités sont entièrement responsables de cet attentat. Elles préfèrent s'acharner sur nous, les citoyens, plutôt que de nous protéger. Devant la station de métro, des centaines de passants viennent déposer des fleurs. La plupart des habitants n'osent plus descendre dans le métro. Ils préfèrent prendre la voiture ou le bus. Résultat, des bouchons et des ralentissements dans toute la ville. Il y a beaucoup de gens qui prennent le tramway, car ils ont peur. Je n'ai pas peur. Ça peut arriver n'importe quand. Il ne faut pas céder à la peur. J'ai dormi 3 heures.
puis j'ai dû reprendre mon service. La plupart des compagnies de taxi roulent gratuitement aujourd'hui. Certains cherchent du réconfort dans la foi. Dans toutes les églises de la ville, on prie pour les victimes et leurs familles. Les gens sont solidaires dans le malheur, d'autant qu'avec ce drame, d'autres souvenirs refont surface. Certains habitants ont survécu au siège de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils se souviennent de leurs proches qui sont morts de faim. C'est pour ça que ce genre de situation déclenche chez eux une émotion particulière. 14h40, l'heure de l'attentat hier. Soudain, la vie s'arrête pour une minute de silence en hommage aux victimes. C'est la première fois de son histoire que Saint-Pétersbourg est frappée par un attentat de la sorte. Désormais, la grande ville du nord de la Russie est elle aussi marquée dans sa chair. Alors l'attentat n'a pas été revendiqué, mais l'auteur a été identifié. Il s'agit d'un Russe d'origine kirghize. On estime que quelques 600 Kirghizes ont rejoint les troupes de Daesh pour combattre en Syrie et en Irak. Et plus largement, les républiques d'Asie centrale sont des foyers de l'extrémisme islamiste qui a déjà frappé la Russie à plusieurs reprises. Depuis son engagement aux côtés de Bachar al-Assad, Moscou est au centre du viseur. On fait le point avec Marina Mekawi. Le bilan des victimes a été revu à la hausse. Il s'établit désormais à 14 morts. Une cinquantaine de personnes sont hospitalisées. Toutes présentent le même type de traumatisme. La peau et l'hypoderme sont endommagés. Il y a de graves blessures et des brûlures au visage et à la tête. Les cheveux sont brûlés. Il y a aussi des brûlures par inhalation. Depuis l'attentat perpétré hier dans le métro de l'ancienne capitale impériale russe, l'enquête pour actes terroristes a progressé. Le principal suspect serait un ressortissant russe d'origine kirghize, Akbarjan Djalilov. Les services secrets du Kirghizistan ont confirmé cette information. Il a été établi que l'engin explosif a été activé par un homme dont les fragments de corps ont été retrouvés dans le 3e wagon. C'est le même homme qui aurait déposé la seconde bombe qui a été désamorcée. Le kamikaze est donc né au Kirghizistan, une ex-république soviétique d'Asie centrale. Ces dernières années, 600 ressortissants kirghizes ont rejoint les rangs de Daesh en Irak et en Syrie. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais Daesh a appelé à frapper la Russie en représailles de son intervention en Syrie aux côtés du régime de Damas. Menace rapidement mise à exécution. En octobre 2015, un avion de ligne s'écrase dans le Sinaï. Les 224 morts sont en majorité des Russes. Le groupe État islamique revendique l'attaque. L'attaque de Saint-Pétersbourg ravive aussi le souvenir de précédents attentats islamistes. Comme celui-ci, fin mars 2010, un double attentat dans le métro de Moscou fait 39 morts. Cette fois-là, ce sont les islamistes radicaux du Nord-Caucase qui sont mis en cause. Et en 2013, des activistes caucasiens profitent de l'organisation des JO de Sotchi pour frapper dans le sud-ouest de la Russie. Le Caucase russe et les républiques d'Asie centrale comptent parmi les principaux réservoirs de recrutement des djihadistes de l'État islamique. Denis Yücel a enfin pu recevoir la visite d'un officiel allemand. C'est le consul général qui s'est rendu à la prison de Silivri, près d'Istanbul, où le journaliste germano-turc est détenu à l'isolement depuis 5 semaines. Il aura fallu d'intenses tractations entre Berlin et Ankara pour obtenir cette concession du régime d'Erdogan, en froid avec Angela Merkel depuis l'affaire des meetings annulés en Allemagne. Le correspondant du quotidien Die Welt est accusé d'espionnage et de propagande terroriste, mais les faits qui lui sont reprochés n'ont toujours pas été précisés. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Beate Fischer nous en dit plus. Les semaines de tractations diplomatiques entre Berlin et Ankara ont enfin permis une petite avancée. Ce matin, le consul général d'Allemagne a pu se rendre auprès de Denis Yücel. Le journaliste va bien, mais a du mal à supporter l'isolement. Le diplomate a obtenu un droit de visite unique. Ça ne peut pas s'arrêter là. Nous attendons toujours la garantie d'une assistance consulaire complète et nous continuons à œuvrer pour la libération de Denis Yücel. Le journaliste est emprisonné depuis près d'un mois pour incitation à la haine et propagande terroriste. Sa détention provisoire peut durer jusqu'à 5 ans. Ce sont ses articles dans le quotidien allemand Die Welt qui lui ont valu les foudres d'Ankara. Il ne fait l'objet d'aucune poursuite, mais son incarcération a pris un tournant politique. Après son arrestation, Berlin n'a pas caché son courroux. En campagne pour son référendum, le président Erdogan a répliqué. Ils ont caché un agent terroriste pendant 1 mois dans la résidence allemande et la chancelière veut le récupérer. Elle a dit « libérez-le ». Je lui ai répondu « chez nous, la justice est indépendante ». À ce jour, plus de 150 journalistes croupissent dans les prisons turques. Par la voix de ses avocats, Denis Yücel a appelé à s'abonner en ligne à des journaux indépendants comme Cumhuriyet
Pour lui, c'est une façon de soutenir activement la liberté de la presse en Turquie. Berlin a promis de tout mettre en œuvre pour obtenir sa libération. Le symbole est fort. Le nouveau président allemand a choisi le Parlement européen de Strasbourg pour son premier discours à l'étranger. Frank-Walter Steinmeier s'est montré inquiet pour l'Europe, menacé par la montée des populismes. Je vous propose de l'écouter. Chers députés, nous avons aujourd'hui le devoir moral de préserver le rêve européen pour la prochaine génération. Voici le message que j'apporte de mon pays. Oui, nous voulons l'Europe. Nous voulons construire une Europe meilleure et nous voulons être une Allemagne européenne. Frank-Walter Steinmeier a eu aussi un mot pour condamner la nouvelle loi votée en Hongrie sur l'impulsion du Premier ministre ultra-conservateur Viktor Orban. Une loi qui s'attaque aux instituts d'enseignement étrangers implantés en Hongrie, dans le viseur notamment l'Université d'Europe centrale, créée par l'ennemi juré d'Orban, le milliardaire d'influence George Soros. Boris Petzold nous en dit plus. Au Parlement hongrois, les membres de l'opposition sont bruyants, mais peu nombreux. Résultat, ils n'ont pas pu empêcher que 76% des députés approuvent une loi qui pourrait bien chasser du pays les instituts d'enseignement étrangers, à commencer par la CEU, l'Université d'Europe centrale. Cette loi ne se dirige pas uniquement contre la CEU, mais contre la liberté et l'indépendance de toutes les universités. Elle mine l'autonomie de l'éducation. Le gouvernement de Viktor Orban ne s'en cache pas. C'est surtout l'Université d'Europe centrale à Budapest qu'il a dans son viseur. Fondée et financée en 1991 par George Soros, un milliardaire américain d'origine hongroise, elle a formé des milliers d'étudiants d'Europe centrale et de l'Est. L'Université de Soros œuvre pour l'émergence d'une société ouverte et pluraliste, en totale opposition avec l'idéologie nationaliste du gouvernement hongrois. Ce week-end, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre son projet de loi. Face à la pression populaire, Orban a dégainé un argument qu'il veut massu, l'université serait coupable de fraude. Une récente enquête a révélé que plusieurs universités étrangères, dont celle du financier américain George Soros, ont violé certaines réglementations. Même un milliardaire ne peut pas se placer au-dessus des lois en Hongrie. Cette université doit respecter nos lois. Et comme par hasard, l'institution de Soros est de facto dans l'incapacité de respecter la loi adoptée aujourd'hui. Car le projet prévoit de priver de licence les universités qui n'ont pas de campus dans leur pays d'origine, ce qui est le cas de la CEU. C'est du jamais vu. C'est la première fois qu'un gouvernement s'en prend à une université dans un pays de l'Union européenne. En attaquant cette université, Viktor Orban cherche à bâillonner tout courant libéral, démocratique et d'opposition. Le bras de fer entre Paris et la Guyane se poursuit. Les mots de Bernard Cazeneuve hier sont très mal passés auprès des associations qui portent les revendications. Le Premier ministre a parlé de demandes irréalistes. Une manifestation a eu lieu tout à l'heure à Kourou, aux abords du site de lancement des fusées Ariane, toujours clouées au sol. Et justement, le décalage entre le budget du Centre d'études spatiales et le niveau de vie des Guyanais est une des raisons de la colère. Et on vient d'apprendre ce soir que les manifestants ont décidé d'occuper le centre spatial. Nouvel épisode dans la saga des aéroports de Berlin. Je vous fais vite un petit résumé. La capitale allemande a 2 aéroports, Tegel et Schönefeld. Celui de Tegel étant petit et très près du centre-ville, pas digne d'une capitale. En 2006, la première pierre d'un nouveau grand aéroport est posée. Hélas, de problèmes techniques en vice de forme, le chantier est un gouffre. Le budget initial a déjà été multiplié par 4 et surtout, aucun avion n'a encore décollé. Pour mémoire, cette histoire a quand même coûté son poste au maire de la ville. Bref, je la fais courte. Aujourd'hui, l'histoire se corse encore un peu plus. Une pétition pour garder le vieil aéroport de Tegel vient de passer la barre des 200 000 signatures. Un référendum est donc possible. Reportage Kolia Kanziora et Chris Fulshoff. Jusque-là, la plupart des passagers pour Berlin atterrissent ici à Tegel, mais les jours de l'aéroport sont comptés. Il est censé fermer dès que le BER, le nouveau grand aéroport, s'ouvrira au port de la capitale. Mais ce projet pourrait être relégué bientôt aux oubliettes, car le comité de défense de Tegel, mené par le député libéral Sebastian Chaya, se bat pour qu'il reste en service. Pour lui, les capacités du nouvel aéroport sont insuffisantes. On est parti du principe que Berlin pouvait compter sur 30 millions de passagers maximum si ça marchait vraiment bien.
Or, on est déjà au-delà, c'est avéré. On accueille actuellement 33,5 millions de passagers et les prévisions pour 2030 sont de 60 millions. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut réajuster notre politique. Si Tegel devait rester ouvert, cela marquerait la fin d'un consensus de longue date. Car l'idée était en effet de fermer tous les aéroports intramuros pour les remplacer par un nouveau, unique et beaucoup plus grand. L'un ne va pas sans l'autre. Pire encore, c'est la promesse faite aux centaines de milliers de riverains de Tegel exténués par le vacarme le long des axes d'atterrissage qui ne pourraient être honorés. Helmut Müller est l'un de ces nombreux Berlinois qui se battent pour que tout ne soit pas remis en question. Ils voulaient fermer cet aéroport intramuros le plus vite possible. Alors c'est vraiment reculer que de revenir là-dessus et de vouloir faire un virage à 180 degrés. Le principal argument, ce sont les nuisances sonores pour les nombreuses personnes concernées, mais aussi les mesures de sécurité, car il y a plus de 300 000 personnes qui habitent sur les axes d'atterrissage. 300 000 riverains beaucoup plus séduits par une reconversion silencieuse de ce gigantesque site au cœur de la ville. Plutôt que d'y assembler des avions, le gouvernement berlinois prévoit d'y installer un complexe mêlant entreprise, science et habitat. Mais le conflit avec les défenseurs de l'aéroport de Tegel est loin d'être réglé. Si l'on regarde à l'échelle européenne, tous les pays sont en train de passer au grand aéroport unique. Ils ne veulent pas de plusieurs aéroports intramuros, car ce n'est pas rentable. Si le BER ouvre, toutes les lignes aériennes y atterriront. Personne ne veut avoir de correspondance à faire entre l'ancien et le nouvel aéroport. Je crois que c'est là l'erreur de cette initiative populaire et du Parti libéral qui est derrière. Quant au BER, le grand aéroport qui se construit à la périphérie de la ville, il n'est toujours pas fini. Le chantier a déjà englouti 5 milliards d'euros et personne ne peut vraiment dire quand les premiers passagers atterriront enfin ici. Se faire tout petit et observer les coulisses de l'Opéra national de Paris, voir les petites mains, les techniciens, les chanteurs et les tractations derrière le rideau rouge, scruter ce monde qui ne vit que pour le public et qui reste fondamentalement mystérieux. C'est ce qu'a fait le documentariste Jean-Stéphane Bron. Avec sa caméra, il a passé 18 mois dans les couloirs et les salles de répétition de Garnier et de Bastille. Et de cette fourmilière où travaillent quand même 1600 personnes, il a tiré un portrait qui pourrait être celui d'une France en miniature. Car l'écho du monde, son actualité, sa fureur, pénètre les murs de cette institution bien moins fermée sur elle-même qu'on ne l'imagine parfois. L'Opéra, c'est le titre du film, sort demain sur les écrans. Julien Velter et Nicolas Grimard ont rencontré le réalisateur. Projeté symboliquement en avant-première à la salle Garnier, le documentaire de Jean-Stéphane Bron sur l'Opéra de Paris ne cherche pas uniquement à réconcilier la popularité du cinéma avec l'élitisme de l'art lyrique, mais à inscrire l'institution qu'est l'opéra dans l'ensemble de la société française. Ce qu'on a envie de monter, c'est évidemment d'essayer de capturer ce qu'il y a de fragile dans cette société, mais qui malgré tout fonctionne. Je parle aussi d'une société et qui est aussi un peu le miroir de la nôtre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que le film devienne lui-même opératique, qu'il y a des personnages, il y a une histoire. Mon envie première, c'était que la musique, en fait, soit le guide de chaque scène. Derrière tout ça, il y a une passion qui est énorme. Je trouve cette passion, ce désir, dans l'époque qu'on vit, éminemment respectable. Comment promouvoir la quête de la perfection inhérente à l'opéra dans un pays en crise où les spectacles lyriques sont surtout accessibles lorsqu'ils sont projetés dans les multiplexes de cinéma ? La captation de l'opéra, ça c'est quelque chose qui maintenant se fait de plus en plus. Ça, c'est pour moi très positif à partir du moment où l'art, la culture doit pouvoir s'adresser au plus grand nombre, quel que soit le degré, d'élitisme de cet art. D'un jeune baryton débarquant de Russie jusqu'aux grands chanteurs qui ne sont rien sans les petites mains, en passant par des écoliers de banlieue, présents grâce au mécénat, Jean-Stéphane Bron filme l'Opéra de Paris comme une utopie. Ce qu'on remarque beaucoup dans le film, il y a cet esprit de communauté. Je dirais cet orgueil d'appartenance à cette maison. Les gens qui y travaillent, comment ils travaillent, pourquoi ils travaillent et quels sont leurs enjeux quotidiens. Au moment où il y a le drame du Bataclan, où il y a la loi El Khomri, c'est incroyable que tous ces événements, finalement, montrent aussi comment tous ensemble, on doit affronter ces événements.
C'est maintenant la fin de ce journal. L'actualité revient demain sur Arte dès 12h50 avec Arte Journal tout en images. Mais l'info, elle, continue tout de suite avec 28 minutes et aussi à 20h50 avec votre soirée Théma avec une grande enquête sur l'indépendance de l'Organisation mondiale de la santé. Passez une belle soirée s'il vous plaît. Tschüss und bis morgen.